Aujourd'hui, on va compléter tout ce savoir-là avec deux autres points qui sont très importants pour bien maîtriser les piliers du SEO. C'est les liens dans leur ensemble. Alors, on va surtout parler de backlinks parce que ce sont ceux qui ont le plus de poids et le plus d'effet en termes de positionnement naturel. Mais on verra qu'il y a aussi d'autres types de liens qui sont intéressants, notamment les liens internes, les liens externes aussi. Donc, on va en parler. Et puis enfin, dernier pilier, le suivi de l'optimisation continue, l'amélioration continue. Donc là, on verra un petit peu quels sont les outils qui existent. Je vais faire une brève présentation de ce qui existe et pourquoi les utiliser. Voilà, comment garder un œil aussi sur sa veille, parce que lancer un site Internet, c'est bien, mais ce n'est pas pour autant que le marathon est terminé. Il faut continuer à l'optimiser. Vous allez rajouter du contenu sûrement, vous allez obtenir de nouveaux liens, etc. Donc, tout ce qui est stratégie de génération de contenu, génération de liens, ce sont des éléments à développer une fois que le site est en ligne et qu'on va continuer d'accroître sur la durée sa visibilité un petit peu partout. Donc voilà, c'est ce qui nous attend. Ce webinaire va être un petit peu plus court, normalement, car un tout petit peu plus simple à gérer que celui de la semaine dernière, ce qui va nous laisser normalement un peu plus de temps aussi en fin de parcours. Donc, il est possible qu'on termine 20-30 minutes avant l'horaire prévu, ce qui est une très bonne nouvelle puisque ça nous laissera un espace pour avoir des discussions entre nous. Vous pourrez vraiment me poser les questions que vous voulez. On pourra s'intéresser à des cas précis, etc. Donc voilà, surtout restez à la fin si vous voulez me poser des questions sur certains points non compris ou sur des problématiques en particulier. Voilà. Donc, les liens, et plus précisément les backlinks. De quoi allons-nous parler? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs types de liens. Je vais avancer sur une diapositive pour en parler. Voilà. Il y a précisément trois types de liens sur Internet qui existent. Donc, les premiers et ceux que vous allez le plus rencontrer au moment de la construction de votre site Internet, ce sont les liens internes. Alors, c'est la capacité de passer d'une page à une autre sur votre site Internet ou de passer par votre menu. Tout ce qui est navigation à l'intérieur de votre site, quand on est sur votre site et qu'on navigue à l'intérieur du contenu, les chemins d'accès, ce sont ces liens-là, ces liens internes. Donc, ils sont très importants parce que ça va être tous les chemins que peuvent prendre vos utilisateurs pour naviguer à l'intérieur de votre contenu. Donc, plus vous en avez, et mieux c'est en général. Puisque si l'unique capacité de pouvoir naviguer sur votre site se fait via le menu principal, vous allez vous rendre compte que vous avez des pertes en termes d'ergonomie qui sont assez importantes. L'idéal, c'est de pouvoir, quand on lit un texte assez long, par exemple, d'avoir des mots qui, dans ce texte, sont cliquables pour atterrir sur un contenu qui est rattaché au mot sur lequel on a cliqué. Donc voilà, on va en parler. Ce sont les liens internes, très importants pour le maillage interne et pour tout ce qui est expérience de l'utilisateur, donc et ergonomie du site, navigation à l'intérieur du site. Voilà. Les liens entrants, alors les liens entrants, ce sont justement les backlinks, c'est-à-dire tout ce qui va venir d'Internet et qui va venir en direction de votre site Internet. Donc, si par exemple, vous avez un lien sur un forum, sur Internet ou dans un article de presse ou autre, c'est un lien entrant pour vous, c'est un backlink parce que les personnes qui consultent ce forum ou qui consultent cet article de presse ont la possibilité à un moment donné de cliquer sur un lien qui va arriver vers votre site Internet. Donc ça, c'est très important pour les moteurs de recherche parce que c'est considéré un peu comme un vote, on va en parler. C'est-à-dire que vous allez sortir de l'isolement si vous avez plein de sites qui pointent vers vous, mais vous allez aussi recevoir de l'appui. C'est-à-dire les moteurs de recherche considèrent que les sites qui ont beaucoup de liens qui pointent vers eux sont importants puisqu'ils sont mentionnés par beaucoup de monde. C'est le principe un peu des élections, en fait. Plus on a de liens, plus on a de votes de personnes et de sites envers nous, et plus on a de chances, en fait, de gagner les élections au moment d'apparaître dans les premiers au niveau d'une recherche, sur Google. Donc voilà, ces backlinks-là,
transmettent ce que l'on appelle de l'autorité, puisque plus vous en avez, plus votre site va gagner en autorité, et vont vous transmettre aussi tout simplement du trafic. Voilà, des personnes qui sont susceptibles d'arriver sur votre site via ces canaux-là. Donc, plus vous en avez aussi, et plus vous avez de possibilités d'améliorer et d'augmenter votre trafic. Vous allez avoir 1 ou 2 personnes par mois qui arrivent via un forum, vous allez avoir 1 ou 2 personnes par mois qui arrivent via un article de presse, etc., etc., etc. Tout mis bout à bout peut vous représenter une masse de trafic assez intéressante à exploiter et qui, sur la durée, peut augmenter si vous faites justement une stratégie de génération de liens. Voilà. Et enfin, les liens sortants, alors ils ne sont pas à négliger, ils sont un peu moins importants quand même dans votre stratégie, mais ils ne sont pas à négliger. Quand vous êtes sur le point de générer du contenu sur votre site et que vous mentionnez à un moment, je ne sais pas, vous parlez d'écologie, puis vous mentionnez une loi qui concerne les émissions carbone, et puis cette loi-là, vous avez la possibilité de mettre un lien dessus quand vous la mentionnez, pour que ça pointe vers le site du gouvernement sur la page en question de la loi, où on a absolument tout le contenu de la loi. Ça, par exemple, c'est un lien sortant qui est sur votre site, qui va aller vers le site du gouvernement pour la loi en question. C'est important aussi. C'est important pour les utilisateurs d'avoir cette possibilité-là. De consulter quelque chose de plus précis en dehors de chez vous. Puis de toute manière, vous n'avez pas le droit de faire un copier-coller de la loi en question sur votre site. Enfin, vous pouvez le faire, mais ça ne sert à rien. Ce qui intéresse les moteurs de recherche, c'est justement comprendre comment tous les sites sont connectés entre eux et dans quelle sphère professionnelle ou dans quelle thématique professionnelle vous évoluez. Donc voilà, ça, ce sont les liens sortants. De temps en temps, vous allez en faire. Vous allez aussi devoir en faire si vous développez des partenariats. Si vous envisagez donc de faire, je ne sais pas, vous avez un site qui parle d'écologie, et puis vous connaissez une autre association qui s'occupe de planter des arbres. Voilà, je généralise, mais c'est pour essayer de comprendre l'idée. Et que vous avez un public assez similaire et que vous, sur votre site d'écologie, il y a un moment où vous avez une section qui parle de planter des arbres, de la faune, de la flore ou quoi, vous avez la possibilité de faire un lien vers eux. Bon, peut-être qu'eux ont la possibilité, dans une autre section, de faire un lien vers vous. Et là, vous êtes dans une logique de négociation et de mise en place de partenariat. Donc, vous allez obtenir certes un lien interne, mais où il va falloir aussi faire en échange un lien externe pour eux. Voilà. Donc, c'est les 3 cas qui existent de mise en place de liens. Je reviens en arrière. Après, quand on regarde en détail, donc ici, vous avez un exemple de lien. Un lien qui a été mis sur une de nos pages, sur laréponse.org. On voit que quand on configure un lien, en fait, il y a 3 paramètres qui sont à prendre en compte. Le premier des paramètres, c'est ce qu'on appelle la cible, c'est-à-dire le lien que j'ai mis sur l'article ici, qu'on voit en bleu. D'ailleurs, si je passe le curseur, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais si vous le voyez, vous verrez que mon curseur se transforme en doigt qui s'apprête à cliquer. Donc, le lien est sur ces mots-là. Okay, et la cible, c'est là où je vais atterrir si jamais je clique. Donc, dans notre cas, c'est tout simplement la section blog de notre site Internet. Voilà, donc le premier paramètre d'un lien, c'est ça, c'est la destination, c'est la cible, target aussi en anglais. Le deuxième paramètre à configurer, c'est le texte de lien. Alors, on voit qu'ici, le texte de lien que j'ai choisi, c'est meilleur article de la réponse. C'est une possibilité. Après, il est également possible que sur certains liens, et c'est ce qui va vous arriver le plus souvent, où vous allez avoir votre marque, c'est-à-dire que quand on vous mentionne quelque part sur Internet, par défaut, les gens vont mettre votre marque et ça va être cliquable. Donc, dans notre cas, ça serait directement laréponse.org. C'est cliquable et si on clique dessus, ça atterrit chez nous. Donc, c'est intéressant d'avoir la marque, mais si on peut avoir aussi des mots-clés, comme ici, meilleur article, c'est un petit plus. Donc, voilà, il faut garder en tête que les meilleurs textes de lien sont votre marque et des mots-clés ou tout simplement des mots-clés. Voilà. C'est la raison pour laquelle sur la droite, vous avez une grosse croix rouge sur « Cliquez ici ».
Ce sont les vieux liens étaient faits comme ça, mais encore, croyez-moi, on en voit énormément sur Internet. Le fameux cliquer ici, cliquer là est très mauvais en fait, parce que ce sont des endroits qui pourraient être optimisés, mais qui ne le sont pas. Donc, évitez ces pratiques-là. Si vous avez des liens aussi sur des photos, bien évidemment, il n'y a pas de texte de lien, puisque la photo vient ou l'image vient remplacer le texte de lien. Donc, c'est un peu moins intéressant, mais des fois, on n'a pas le choix, donc on s'adapte. Mais voilà, le texte de lien, dans la mesure du possible, essayez de l'optimiser. Voilà. Et puis enfin, le troisième paramètre, c'est comment l'ouverture de ce lien s'exécute. Alors, dans certains cas, il est possible que l'ouverture se fasse dans la même page. Donc, c'est-à-dire, je suis sur un site de forum, je clique sur meilleur article de la réponse, bim, le blog de la réponse s'affiche dans la même page que je suis en train de consulter. Donc, ça, c'est une première possibilité. C'est celle qui est recommandée en général parce que c'est la plus naturelle. La deuxième configuration possible, c'est je clique et hop, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre dans lequel va se charger le bloc de la réponse. Donc ça, c'est une deuxième configuration qui peut être un peu envahissante par l'utilisateur. Ce n'est pas toujours agréable de voir son navigateur se charger de nouveaux onglets. Donc, vérifiez bien dans quel cas vous le faites, ça, cette configuration-là. C'est vraiment à éviter, sauf si c'est critique pour vous de perdre l'utilisateur, de perdre l'attention de l'utilisateur. Si, par exemple, vous avez un lien vers un site, un lien vers PayPal, par exemple, parce que l'utilisateur est en plein étape d'achat sur votre site, et à un moment, il lui faut des informations concernant PayPal, ben, si vous le faites, si ce lien qui pointe vers PayPal charge dans la même page, vous allez le faire quitter son process d'achat. C'est problématique. C'est problématique parce qu'il était sur le point de convertir pour vous. Donc, dans ce cas précis, on peut envisager une ouverture dans un nouvel onglet. Comme ça, il garde son process d'achat dans le premier onglet. Il consulte les informations de PayPal qui l'intéressent dans le deuxième. Il est convaincu que c'est un système de paiement sûr. Il revient en arrière et il termine son achat. Donc là, ça peut être un cas très particulier d'utilisation d'ouverture en nouvel onglet, mais c'est à éviter. Voilà, lorsque c'est possible. Les recommandations des moteurs de recherche aussi, c'est que le lien soit en dur. Donc ça, c'est un terme technique, mais en gros, ça veut dire que ce soit du code très simple et 100% lisible par les moteurs de recherche. Au cours de l'ancien webinaire, enfin de la semaine dernière, je vous avais parlé des technologies qui peuvent empêcher les moteurs de recherche et notamment les robots qui viennent scanner vos contenus, les crawlers, de capter des informations, auquel cas ça pouvait être problématique. Donc, bien évidemment, si votre lien s'exécute en JavaScript, par exemple, JavaScript, c'est une technologie qui bloque les crawlers. Donc, ça ne pourra pas être lu par Google et Google ne pourra pas comprendre qu'il y a un lien, que ce lien présente ces mots-clés-là et que la destination est telle page. Voilà. Puisque je le rappelle, le JavaScript, en fait, c'est un langage de programmation qui fait que quand on appuie sur le lien, il s'exécute à ce moment-là. Donc, tant qu'on n'a pas appuyé, ça ne s'exécute pas, les crawlers ne le voient pas et donc c'est perdu. Voilà, en termes d'efficacité. Donc, il vous faut être attentif à ça pour vous. Et si vous faites des négociations aussi ou que vous mettez en place des partenariats avec d'autres personnes, elles vont s'assurer que vous n'êtes pas en train de faire un lien de cette manière-là, avec Flash, JavaScript ou autre chose, parce que sinon, tout simplement, c'est sans intérêt. Donc, gardez-le à l'esprit. Voilà. On a vu les différents types de liens. Ici, on a un exemple que moi, je trouve parfait. C'est difficile d'avoir un meilleur exemple que celui-là. Enfin, du moins, je n'ai pas trouvé. On voit ici l'utilisation idéale des liens internes. Donc, c'est les liens qui permettent de naviguer à l'intérieur de votre site. Le site qu'il a exploité, mais vraiment à la perfection, c'est Wikipédia. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on va sur Wikipédia, c'est pour comprendre quelque chose ou pour avoir des informations sur un sujet en particulier. Mais au fur et à mesure de la lecture, il peut se passer deux choses. On peut rencontrer soit des sujets tout aussi intéressants mais annexes, mais qui peuvent quand même nous intéresser. Donc, on va avoir des liens qui vont nous amener vers des thématiques complémentaires, mais qui peuvent s'avérer tout aussi intéressantes pour nous.
Donc ça, c'est un premier cas de figure. C'est top pour l'utilisateur de dire, moi je suis très souvent pris au piège quand je vais sur Wikipédia ou sur d'autres sites où on apprend des choses. Bon, on vient pour consulter une chose et puis on reste pour une deuxième, puis une troisième, une quatrième chose. Donc ça se passe souvent sur Wikipédia et c'est idéal. Donc ça, c'est un premier scénario. Entre parenthèses, qu'est-ce que ça va provoquer ce scénario? Plus de temps passé sur le site, plus de pages consultées, plus de navigation interne, etc., etc., des KPI qui explosent. Donc, pensez-y pour votre site, ça a des effets vraiment, vraiment puissants, justement, d'envisager ça. Donc, premier effet bénéfique. Deuxième effet bénéfique, en lisant, je peux tomber aussi sur d'autres mots que je ne comprends pas. Si je suis venu chercher une définition d'un mot, mais qu'en lisant la définition, il y a d'autres mots que je ne comprends pas non plus, je vais pouvoir en fait cliquer dessus. On le voit ici, par exemple, pour le mot SERP. On peut cliquer dessus si on ne sait pas ce que c'est et on comprendra ce que sont les SERP une fois qu'on aura cliqué dessus. Donc, en fait, il y a des possibilités de navigation pour continuer d'éclaircir tous les problèmes qu'on a, en fait, de compréhension. Donc, ça aussi, c'est hyper bénéfique pour les mêmes raisons que le premier cas. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Au fur et à mesure qu'on lit, on a des chemins possibles de navigation qui apparaissent. On peut choisir vers où on va, comment on y va. Chaque personne aussi a un parcours d'exploration différent. Il faut le savoir. Et lorsque vont passer aussi les fameux crawlers des moteurs de recherche, chaque fois qu'ils trouvent un lien, ils vont pouvoir suivre ces liens et scanner les pages. Donc, en fait, vous réduisez les chances aussi d'avoir un contenu qui est dit comme orphelin. Voilà, imaginez une page qui n'a aucun lien qui pointe vers elle. Vos utilisateurs, il y a peu de chances qu'ils finissent par la trouver, elle ne ressortira pas sur les moteurs de recherche, etc. Donc, vous avez une page orpheline. Et pour la sortir de ce problème-là, la première chose qu'il faut faire, c'est connecter cette page, voir comment on peut la connecter au reste de votre contenu sur votre site. Voilà. Et au fur et à mesure, du trafic ira sur ces pages-là, les robots iront sur cette page-là, donc cette page sera considérée et commencera à apparaître sur les moteurs de recherche. Vous voyez, tout est lié, en fait. Mais voilà, si vous vous apprêtez à faire des liens internes à l'intérieur de votre site, pensez à Wikipédia et comment ça a été mis en place. C'est assez exemplaire. Voilà. Concernant les liens qui vont pointer vers votre site, c'est-à-dire les backlinks. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Mais premier point, que pouvez-vous obtenir? Dans un premier cas, vous avez un backlink qui est très simple, c'est-à-dire que vous avez un site qui vous mentionne et en général, dans 100%, dans 80% des cas, on va dire, ce sera un lien vers votre page d'accueil. Alors, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'idéal de l'idéal parce que pour que votre site optimise sa visibilité, en fait, il faut que les pages qui sont de premier niveau, c'est-à-dire qu'on va trouver dans votre menu principal et qui sont juste à un clic de la page d'accueil, ces pages-là soient boostées justement par des liens qui pointent vers elles et qui leur amènent du trafic. Voilà. Si vous avez tout qui pointe vers votre page d'accueil, en fait, vos pages de premier niveau, de deuxième niveau, troisième niveau n'auront pas aussi de puissance que si individuellement elles ont des liens. Donc, dans l'idéal, c'est bien d'avoir 30 à 40% des liens qui pointent vers votre page d'accueil. De toute manière, ce sera inévitable, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Mais c'est bien d'avoir le 60% restant qui vont être des liens qui vont pointer vers chacune des pages de votre menu principal. Si vous faites ça, vous allez avoir une structure de site, un site beaucoup plus solide et vous allez avoir plus de pages qui rankent aussi plutôt que votre seule et unique page principale, la home page. Voilà, c'est ce qu'on appelle le deep backlink. Le backlink va vers votre page d'accueil, on va dire, mais le deep backlink, ce sont des liens qui vont vers vos pages de premier, deuxième ou troisième niveau. Pourquoi je ne vais pas vous conseiller de forcément mettre vos backlinks en direction des pages de niveau 2 ou de niveau 3? Tout simplement parce que c'est profond, un peu trop profond sur votre site. Et c'est du contenu qui a plus de chances aussi de changer dans un futur proche. Un site internet, en général, si vous le maintenez en vie
régulièrement et actualisées, ben, vous avez des pages qui disparaissent, des pages qui se réagencent, etc. Donc, les pages de niveau 2 et de niveau 3 ont ce risque-là d'être à un moment supprimées pour réorganisation du site. Alors qu'en général, les pages de niveau 1 ont beaucoup moins de chances d'être chamboulées comme ça. Donc, donc en tant que professionnel, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire des liens vers votre page d'accueil et des liens vers vos pages de niveau 1. Ensuite, le link bait. Alors ça, c'est une pratique aussi très, très intéressante. On la voit quand on développe des stratégies de génération de liens avec nos bénéficiaires à la réponse. En fait, le link bait, c'est tout simplement obtenir, sans le vouloir, plein de liens qui pointent vers soi parce qu'on devient une référence sur un sujet, parce qu'on est pertinent dans ce qu'on raconte, parce que nos articles sont de qualité, etc. Donc ça, on le voit avec les meilleurs copywriters ou les meilleurs journalistes, ou rédacteurs de blog, etc. Quand ils font un article et qu'ils le mettent en ligne sur leur blog, ben, il est tellement bon qu'il est repris partout, publié partout, et plein de gens font de liens vers cet article-là. Donc c'est un peu le Graal de l'obtention de liens. Et en fait, on se rend compte que tout simplement, quand on se focalise sur sa propre activité, à essayer d'être le meilleur ou la meilleure, et, euh, et qu'on se concentre sur ce qu'on produit et non pas sur la publicité que l'on fait ou la recherche de partenariat ou autre, ben en fait, on peut se rendre compte que ça arrive en passif et que c'est de loin la meilleure des choses. Et ça, les moteurs de recherche le savent aussi parce que tout ce qui est naturel plaît énormément aux moteurs de recherche. Donc, ils savent détecter ça. Si par contre, c'est entre guillemets trafiqué, vraiment entre guillemets, ce n'est pas le mot à utiliser, mais ce n'est pas grave. Quand on fait un partenariat ou quand on se met en accord avec un autre site pour faire des liens, ben, ça peut être un peu forcé comme manipulation. Ben, certains moteurs de recherche s'en rendent compte, donc c'est un peu moins efficace. Voilà. Donc, le link bait, c'est le Graal en termes d'obtention et de liens. Voilà. Autre point que je voulais aborder sur le graphique avec les smileys que vous avez sous les yeux, c'est le concept de PageRank. Alors, PageRank, c'est un indice utilisé par Google. D'ailleurs, c'est un indice qui s'appelle comme ça parce que ça vient du nom de Larry Page, qui est un des cofondateurs de Google. Et le PageRank, en fait, c'est un indice d'autorité sur Internet. C'est ce qui leur permet de différencier l'importance que peuvent avoir certains sites par rapport à d'autres. Je m'explique. Les moteurs de recherche se sont rendus compte, bien évidemment, que, par exemple, le site d'un gouvernement ou d'une mairie a bien évidemment plus d'autorité ou de poids que le site d'un adolescent qui développe sa passion pour la musique depuis sa chambre dans un des arrondissements parisiens. Je vous donne un exemple, parce que sur le papier, c'est tout simplement deux sites Internet, en fait. Mais bien évidemment, ils ne méritent pas la même visibilité, ils n'ont pas le même poids dans la vie réelle. Et en fait, Internet est très souvent le reflet de ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, c'est la raison pour laquelle le PageRank a été inventé. Et c'est une sorte de coefficient d'importance qui est appliqué sur tous les sites Internet. C'est une métrique de Google dont on n'a pas d'information. C'est-à-dire, c'est une note qui est donnée qui va de 0 à 10. C'est une note logarithmique. Avant, elle était visible. Pendant longtemps, on a pu consulter cette valeur. Je ne sais plus, je crois que ça s'est arrêté en 2012, par là. Mais maintenant, on ne l'a plus. Donc, on peut utiliser des logiciels privés pour essayer de l'estimer. Des logiciels tels que Majestic SEO, SEMrush ont des équivalents. Alors, ce n'est pas le PageRank, mais ils nous donnent des authority scores dans le cas de SEMrush, par exemple. Vous avez Moz aussi qui a son propre indicateur, etc. On arrive en fait à avoir des valeurs approximatives pour savoir où on se situe par rapport aux autres. Et c'est quelque chose d'important à suivre. Et en fait, on voit ici, dans le cas des sites qui sont nouveaux ou qui viennent à peine de sortir, ben, vous seriez en fait une de ces boules vertes, un de ces smileys verts. Voilà. Et quelle est la condition pour devenir un smiley bleu, c'est-à-dire un peu plus gros avec un meilleur PageRank? Ben, c'est de commencer à avoir des liens
qui pointent vers vous. C'est pour ça que le concept de lien est très souvent associé au concept de vote. Ici, on le voit, le smiley bleu a beaucoup de smileys verts qui pointent vers lui parce que c'est un peu le référent du secteur. Tout simplement, le smiley vert a grossi, il obtient une meilleure note, meilleur score de PageRank, etc. Donc, voici comment considère l'utilisation des liens Google et comment les notes sont attribuées. Et bien évidemment, le smiley jaune, c'est un des sites les plus importants et qui fait référence à beaucoup de choses. Donc voilà, vous avez un visuel. Suivant votre activité, suivant ce que vous faites, il faut être cohérent sur ce qui est possible et sur les ambitions qu'on a. Par exemple, le smiley jaune ici pourrait être Facebook, pourrait être je sais pas, Instagram, le site internet Le Monde, Libération, etc. C'est-à-dire des sites très, très costauds. Les smileys rouges et bleus, ça pourrait être des sites importants, par exemple, de grandes associations, voilà, Emmaüs, Mère Teresa, etc., etc. Et les boules bleues des petites ONG locales à portée très limitée et non pas nationale ou internationale. Donc, il faut savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser. Mais voilà, qu'une ONG locale de récupération de vêtements envisage de réussir à être plus visible qu'Emmaüs, par exemple, que le label Emmaüs, ça n'a pas de raison d'être. C'est juste impossible. À moins d'investir énormément, de grossir les équipes, d'avoir des portées nationales, internationales, etc. Donc, il faut être cohérent par rapport à tout ce que l'on essaye de développer et surtout savoir la limite que l'on peut atteindre en termes de développement et de visibilité sur Internet. Voilà. Alors, le PageRank, ici, on voit un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et dans quel cas le PageRank pourrait chuter. Parce que oui, il peut monter, mais il peut aussi chuter. Donc, j'ai un exemple tout bête. Si moi, je suis à l'origine de la création d'un site de vente de jeux vidéo, c'est un sujet que j'ai pris parce que je suis moi-même un gros gamer. Mais voilà, pas, tous les cas de figure fonctionnent. Et si pour développer mes liens, j'ai décidé de faire des partenariats avec mon cousin parce qu'il a un site internet, ça tombe bien, j'ai besoin d'un lien, il me fait un lien. J'ai trouvé un autre copain qui a un blog de politique et puis j'ai acheté aussi des liens parce qu'il y a des plateformes qui nous permettent de faire ça. Je me suis inscrit à l'arrache dans des annuaires, etc. Là, on voit que, OK, j'ai des liens, OK en quantité, mais au niveau qualitatif, on est complètement à côté de la plaque. Et toutes ces thématiques-là n'ont rien à voir avec la mienne, donc ça ne va pas améliorer mon PageRank, ça ne va pas améliorer mon autorité, et je ne vais pas avoir du trafic qualifié non plus, parce que si de temps en temps, j'obtiens des gens qui arrivent via ces liens-là, ils ne vont pas être intéressés par mon contenu, ils ne vont pas rester, ils ne vont pas continuer la navigation. Donc, en fait, je vais provoquer du rebond et ça va faire chuter mes KPI. Enfin, ça va être la catastrophe. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, si je repense un peu ma stratégie et que je commence à contacter des sites qui parlent de jeux vidéo, la passion du jeu vidéo, voilà, ils sont classés par genre, par année, par studio indépendant, par triple A qu'on appelle, qui sont les jeux Ubisoft et compagnie. C'est intéressant, on est complètement sur la thématique, leur communauté est la même que celle que je souhaite développer, donc bim, positif, bon trafic, bonne connexion, bon transfert d'autorité, etc. Même chose avec tout ce qui est communauté de joueurs qu'on peut trouver sur Internet. Tout ce qui est site web aussi, alors qui peuvent être légèrement différents, c'est-à-dire pas forcément sur la thématique des jeux vidéo, mais où on va trouver le même public. Voilà, 18-30 ans à peu près, avec les mêmes passions, etc. Voilà, d'autres sites qui sont liés au divertissement en général, parce que le jeu vidéo, c'est une forme de divertissement comme d'autres, comme le sport, le skate, il y a des jeux vidéo de skate, le roller, il y a des jeux vidéo roller, etc. Donc, voilà, ça peut s'avérer aussi intéressant, ce genre de lien. On peut aussi trouver des sites qui sont de développeurs, de programmateurs de jeux vidéo, de studios de développement de jeux vidéo, etc. Donc, tous ces liens sont bons.
Tous ces liens vont m'amener du trafic qualifié que je vais peut-être pouvoir convertir. Tous ces liens vont m'amener des gens qui vont rester sur le contenu de mon site à naviguer et qui va trouver des informations intéressantes. Donc, la finalité de tout ça, c'est un PageRank qui augmente, un score d'autorité qui augmente et un site qui va croître, tout simplement, en termes de visibilité. OK. Je rentre un peu plus dans le détail, même si ce webinaire est prévu pour les débutants et juste avoir un panorama général de comment gérer les choses. Je rentre un peu plus en détail quand même au niveau de la technicité pour vous rappeler que plus ça va et plus ça devient quand même un peu complexe. Et il faut le savoir, donc ce n'est pas évident. Mais si vous faites, voici comment interprète les liens Google à l'heure actuelle via la puissance de son algorithme. Si vous faites par exemple un échange de liens, donc A est une page sur votre site, B est une page sur le site d'un de vos possibles partenaires, et que vous décidez de faire un échange de liens, voilà, c'est-à-dire vous vous arrangez, vous faites une petite négociation et puis vous vous mettez d'accord, hop, je mets un lien vers ta page et ta page fait un lien vers la mienne. Ben, cet échange-là s'appelle un échange réciproque. On voit que les flèches passent dans les deux sens. Bon, ben, ce genre d'échange est intéressant. Comme disait ma grand-mère, un lien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais il est quand même arrangé et ça se voit. Donc, il sera un peu moins efficace que s'il est fait différemment. Et je vais vous montrer juste en dessous le scénario idéal. Le scénario idéal, c'est un échange dit triangulaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la page A qui pointe vers une page B. Mais la page B, au lieu de renvoyer le lien vers A, elle mentionne une autre page, qui est la page C, et la page C, à un moment donné, fait une référence vers la page A. Quand on a ce genre de schéma de construction de liens, en fait, c'est plus logique et naturel, d'après Google. Et on se rend compte aussi que c'est vrai, tout simplement. Si par exemple, ici, j'ai mon site de jeux vidéo et que je fais un lien vers une communauté de joueurs et que la communauté de joueurs fait un lien vers une page qui est lié à un studio de développement qui s'apprête à sortir un jeu excellent qui sera vendu sur mon site A, on voit que la connexion est naturelle et donc plus intéressante que celle qui est échangée ici et qui sont les termes d'un accord. Donc voilà, ça peut être un troisième site, c'est-à-dire un troisième partenaire, ou ça peut être aussi une page différente de mon site à moi. C'est-à-dire que A et C peuvent être par exemple deux pages qui sont sur mon site, mais on voit que le schéma des liens en fait est peut-être un peu plus cohérent. Alors, un autre exemple, sur mon site de jeux vidéo, à un moment, je parle de jeux d'aventure. Voilà. Je vais faire un lien vers le studio qui a développé ce jeu d'aventure. Et ce jeu d'aventure, présenté sur le site du studio qui l'a développé, va faire un lien sur notre site dans la catégorie e-commerce pour pouvoir acheter le jeu. Vous me suivez? Donc là, c'est une autre page, un autre contenu sur notre site. Donc, très, très intéressant d'avoir ce genre de schéma-là qui est un peu plus complexe, mais beaucoup plus riche en termes de transformation, en termes d'organisation. Voilà. Autre point important aussi, c'est la quantité de liens que peut avoir une page. Et c'est là que rentre en jeu le concept de jus de lien. Je m'explique. Si vous avez une page A qui est remplie de textes, d'informations, etc., et qui n'a qu'un seul lien sortant, qu'un seul backlink qui va aller vers B, eh bien, ce lien-là va transmettre 100% d'effets positifs, on va dire. Voilà. C'est-à-dire le transfert d'autorité sera maximisé, sera 100%. Donc, c'est idéal de chez idéal. Mais à partir du moment où cette page A décide de rajouter un autre lien sortant vers un autre site, on voit que c'est dilué. Le jus de lien, qui est une quantité finie en fait d'autorité, va être divisé puis repartagé entre les différents liens qu'il y a sur la page. Donc, si vous avez deux liens au lieu d'un, le transfert de l'effet positif sera légèrement réduit.
Donc, bien évidemment, plus il y a de liens, plus ça se dilue et plus le jus de lien transmis devient faible. Donc ça, il faut faire très attention. Ça peut aussi avoir un impact. Et on le voit ici, clairement, ça c'est une ancienne pratique qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Si vous voyez ça ou si on vous propose ça, fuyez, j'ai envie de dire. Enfin, vous pouvez le faire, mais j'ai plus envie de vous dire fuyez qu'autre chose parce que ce n'est plus du tout valable en 2022. Quand il y a sur un site une section partenaire, alors d'une part, elle est rarement cliquée, rarement consultée et rarement efficace. Mais si il y a une section partenaire et qu'à l'intérieur, vous avez tout simplement un listing de liens sortants, donc tel qu'on le voit sur la photo là, par exemple, ce sont plein d'identités qui sont liées au monde étudiant, certes, à la recherche de job, de stage, certes, mais vous voyez, c'est une accumulation de liens sortants. Donc, on en a 6 par ligne. Donc, en tout, il y en a 18. Donc, le jus de lien est divisé par 18 pour chacun de ces sites. Voilà, ça ne marche plus, ça. Ce n'est plus du tout intéressant. Évitez absolument d'être mentionné dans ce genre de contexte-là et ne le mettez pas non plus en place si vous le pouvez sur votre site parce que c'est vraiment une pratique qui n'a plus du tout d'intérêt. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Ici, vous avez un exemple de quelque chose de super bien fait. C'est un exemple, hein. Parmi tant d'autres. On est aussi bien évidemment toujours limité par l'organisation qu'on a de son contenu, de son site. Son blog a un design particulier, etc. Donc, on est toujours limité quand on veut faire un échange de liens. Mais voici un possible scénario. Il peut y en avoir plusieurs. C'est sur le site de Slate. Donc, c'est intéressant parce que c'est un article qui parle d'un jeu vidéo qui est utilisé dans le cadre de patients qui sont atteints d'Alzheimer et, et ça les aide en fait. Ce sont des jeux vidéo qui développent certaines parties du cerveau, ce sont des sortes de petits casse-têtes, etc. Et l'article parle de ça. Alors l'article est intéressant parce qu'il mélange science, thérapie, jeux vidéo, personnes du troisième âge, etc. Donc, on voit qu'il y a plein de thématiques qui vont ensemble et on voit au fur et à mesure qu'on lit le texte des liens sortants. Donc, ils sont là, les liens sortants, les backlinks. Il y a peut-être eu des partenariats derrière hein, d'accordés, on ne le sait pas. Mais vous avez une insertion idéale. Donc, on voit qu'ici, ça a été surtout fait sur des noms de marques. Hein, ça aurait pu être des mots-clés aussi, tel qu'on en a parlé avant. Mais c'est complètement ancré dans la lecture, dans le texte. Donc, c'est un peu un format comme l'a fait Wikipédia, je vous avais montré juste avant aussi. Donc, c'est idéal, c'est naturel. La personne qui lit cet article est en train d'apprendre et est intéressée par tout ça. Donc, si elle part sur un autre site, elle sera tout aussi intéressée par la thématique sur laquelle elle a cliqué. Donc, vous avez des liens qui sont bien implémentés, c'est naturel, des thématiques vraiment qui se recroisent et qui ont un sens d'être interconnectées entre elles. Et on voit aussi qu'il n'y a pas eu d'abus en termes de quantité de liens proposés. Ici, il y en a 3. C'est vraiment idéal. 3, voilà. Et on voit aussi que Slate a très, très bien pensé les choses parce qu'on est sur la section blog, lecture. En bas, on a des liens internes qui incitent la personne à continuer à lire toujours sur la même thématique, sur des sujets connexes. Vous êtes intéressé par ceci, on pense que vous aimeriez aussi cela, etc. Donc ici, vous avez un bon exemple. Voilà. Un autre concept sur tout ça, qui a été récemment développé par Google et qui est appliqué. Alors, vous m'entendez toujours parler de Google. Je suis désolé. J'aimerais tellement que Ecosia décolle, que DuckDuckGo aussi gagne des parts de marché, etc., qu'il y ait plus d'alternatives, mais ils sont tellement à la ramasse, les autres, que c'en est dingue, quoi. C'est Google qui dicte les règles. Et parmi ces règles-là, il y a celle-ci qui est nouvelle et sur laquelle il faut faire attention et qui rejoint tout ce que je viens de vous dire maintenant. C'est-à-dire, c'est l'EAT. Alors, ce sont des mots en anglais, mais le E vient pour expertise, le A pour autorité et le T pour confiance. Voilà, c'est l'équivalent en anglais. Et en fait, on se rend compte que si sur votre site, vous vous concentrez sur ça,
expertise, autorité, confiance sur votre domaine, ben, votre site par effet naturel sera mis en avant, sera visible et sera boosté par Google pour être en haut. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel vous devez absolument vous concentrer, c'est faire votre job et le faire correctement et bien et être reconnu par vos pairs. C'est ça qu'il faut retenir, en fait, dans ce qui est dit ici par Google. En opposition à cela, il y a ceux qui vont recevoir de grosses pénalités et qui vont être injectés du moteur et qui seront pénalisés, voire exclus ou complètement bannis de Google. Ce sont tous les sites qui sont appelés YYMYL, Your Money, Your Life. Donc, ce sont en fait les sites qui prennent en hold-up les utilisateurs. En hold-up au sens où ils ont des informations qui sont fausses, qui peuvent pousser… Ça paraît dingue comme concept, mais on le voit tellement souvent qu'en fait, ce n'est pas si dingue que ça. Mais il y a beaucoup de sites qui, en véhiculant la peur, vont essayer de vous faire acheter des produits. Ou en véhiculant la peur, le doute, ou pire, en donnant des fausses informations, vont essayer de vous convaincre d'acheter un produit. Bon, ce genre de sites prennent en otage, entre guillemets, l'utilisateur de manière très négative. Et donc vraiment, Google en fait la chasse et les dernières optimisations de son algorithme a pour but d'expulser ce genre de contenu d'Internet. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi il faut éviter d'avoir beaucoup de backlinks de très faible qualité, etc. Dans ce concept aussi, il y a les pubs qui arrivent de manière incessante quand on est sur un site ou quand on s'apprête à cliquer sur quelque chose et qu'au dernier moment, il y a un bouton qui apparaît qui est acheté. Bon, ce sont des sites qui essayent de feinter avec l'utilisateur, de le tromper. Les dégâts peuvent être désastreux lorsqu'il y a un public un peu majeur au troisième âge qui utilise ces technologies. Il y a eu aussi énormément de contenu. Le gros défi pour Google, ça a été de gérer vraiment la période de pandémie Covid, où là, ils se sont aperçus à quel point c'était difficile de mettre en avant les infos qualitatives, certifiées et émanantes des entités importantes, plutôt que monsieur et madame tout le monde qui développent facilement des paranoïas ou des conspirations. Et les sites à contenu aussi conspirationniste sont vraiment dans le viseur de ce nouveau filtre, voilà, appliqué par Google. Donc, gardez-le à l'esprit. On a terminé le premier pilier, les liens. On va passer à la dernière étape de ce webinaire. Je vous rappelle que si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Pour ne pas casser la dynamique du webinaire, je ne vais pas y répondre immédiatement et peut-être qu'en avançant dans le contenu, vous obtiendrez aussi naturellement les réponses que vous cherchiez. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, on y répondra à la fin. Et vous avez aussi sur cette diapositive-là de magnifiques backlinks, n'est-ce pas, qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller sur notre page YouTube pour voir d'autres vidéos que l'on a déployées dans le cadre du transfert de connaissances que nous essayons de faire sur le monde de l'ESS et des initiatives positives. Consultez aussi notre blog qui est très riche en contenu et articles publiés. Et si vous souhaitez avancer aussi avec nous plus tard parce que vous voulez vraiment bosser le SEO, sachez qu'on peut faire aussi un SEO, un diagnostic SEO rapide de votre situation, si ça peut vous donner un coup de main et vous donner un état des lieux de la situation actuelle. Donc voilà, retrouvez toutes ces informations-là sur notre site. Je vous rappelle aussi qu'on vous donnera, si vous le souhaitez, le PowerPoint de ce webinaire à la fin de sa réalisation. Voilà, ça vous évitera de prendre trop de notes à l'arrache. Donc, dernier pilier, le pilier numéro 4, le suivi et l'amélioration continue. Alors, je vais vous faire un bref résumé de ce qui est intéressant en termes d'outils. Je vais oublier des choses, bien évidemment, mais je rappelle que l'on est dans un cadre de formation pour débutants, pour personnes qui s'intéressent pour la première fois ou pas à cette thématique. Donc, je ne vais pas aller trop loin non plus dans mes explications. Mais voilà. Alors,
Premièrement, la base de la base, Google met à destination de ses utilisateurs deux outils qui sont gratuits et indispensables. Je le rappelle, j'en avais parlé la dernière fois, mais je vais revenir dessus tellement ils sont importants. Google Analytics, que vous avez à gauche, un objectif marketing. Donc, c'est la plateforme qui, une fois bien installée, va vous permettre de découvrir tout ce qui se passe sur votre site Internet. Qui sont vos visiteurs, combien de temps ils restent, combien de pages ils ont consulté, quelles sont les pages qu'ils consultent le plus, le temps qu'ils restent, les sites qui ont amené du trafic vers vous, etc. Donc, Google Analytics, c'est vraiment un objectif marketing et surtout connaître en détail la vie qu'a votre site Internet. Voilà. C'est un outil qui est vraiment dans le collimateur de la CNIL. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais c'est un outil qui aujourd'hui encore, malgré sa dernière version qui s'appelle GA4, a besoin d'avoir un bandeau d'acceptation de cookies sur son site, etc., etc. Donc, il est un peu dans la tourmente, mais il est juste indispensable. Donc, si vous ne l'avez pas fait, créez un compte immédiatement et implantez-le pour votre site, c'est vital. Ensuite, Google Search Console, même chose, mais ce n'est pas orienté marketing, c'est beaucoup plus orienté technique. C'est-à-dire que c'est un moyen de communiquer avec Google pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas d'un point de vue technique. Donc, via cet outil, vous pourrez savoir ce que les gens ont tapé sur le moteur de recherche pour arriver sur votre site. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant que ne vous donnera pas Google Analytics. Donc, voilà, vous avez ces informations-là. Via cet outil, vous saurez aussi quelles sont les pages qui ont été scannées par Google et ces fameux robots, ces fameux crawlers. Et vous aurez aussi des infos si certaines pages ont été scannées avec succès ou si certaines pages n'ont pas pu être scannées et avoir la raison de pourquoi ça n'a pas pu être possible. Auquel cas, vous faites les corrections, le crawler revient et votre page est indexée. Donc, voilà, c'est très important ce genre d'informations. Vous pourrez aussi détecter les pages 404. J'en avais parlé au cours de la première section de ce webinaire. Vous pourrez détecter les liens qui sont cassés, qui mènent à rien, qui sont mal configurés, etc., etc. Donc, ces deux outils sont complémentaires, marchent ensemble et combinés, vous avez vraiment un bon visuel sur comment vit votre site et comment il est pris en compte. Autre chose important, on voit ici que ces deux outils-là dépendent de Google, mais en fait, on retrouve exactement la même structure pour Bing. Hein, vous avez Bing, outil pour les webmasters, à droite, et Bing Analytics, à gauche. Voilà, on retrouve le même schéma, avec tous les moteurs de recherche, normalement. Voilà. Ici, vous avez un visuel sur ce que permet Search Console, si on est sur Search Console. Par exemple, dans un petit tip, juste pour une petite astuce, pour avoir une première idée de à quoi sert l'outil. Mais si vous allez dans la section performance, vous avez les mots-clés qui ont été tapés par les utilisateurs. Et si vous faites un classement par position, vous verrez sur quels mots-clés votre site est arrivé premier ou deuxième. Alors, ce sont des moyennes, hein, mais vous aurez un visuel sur les mots-clés sur lesquels vous êtes immédiatement visible. Donc, vous arrivez premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc, ça, c'est un premier visuel qui est très intéressant. Si vous vous rendez compte, et ça, je vous le dis parce que c'est un classique de chez Classique, si vous vous rendez compte en fait qu'à cet endroit-là, vous n'avez que votre nom, que votre marque, en fait, ce n'est pas c'est pas quelque chose qu'il vous faut fêter parce qu'en fait, c'est mauvais signe. Il est tout à fait normal d'être premier sur son nom, en fait, ou dans les premiers sur son nom, à moins d'avoir un nom compliqué ou en concurrence avec d'autres et tout. Mais si vous ne l'êtes pas, par contre, c'est grave. Voilà. Si vous êtes, je vais essayer de prendre un exemple différent. Si vous êtes, je sèche un peu. Bon, prenons l'exemple d'un site qui s'appelle Andy Autonomie, voilà, qui est un site très intéressant pour les personnes handicapées. Si sur cet outil-là, en fait, on voit partout Andy Autonomie, etc., le site est très, très bien positionné sur sa marque, il est trouvé, mais c'est normal, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres sites sur Internet
qui vont prononcer à tort ou à travers ce mot-là, ou qui vont l'avoir à l'intérieur de leur nom de domaine ou de leur marque. Donc, en fait, il n'y a pas de concurrence et il s'appelle comme ça, donc c'est normal qu'il soit premier. C'est normal d'être premier sur son propre branding. Maintenant, ce qui pourrait être grave, ce serait de ne pas avoir de mots-clés dits génériques du langage courant qui apparaissent. Par exemple, s'ils vendent des chaises roulantes, par exemple, ce serait achat fauteuil roulant. S'ils ne l'ont pas, là, ça serait problématique parce que ce sont les gens qui cherchent ça, qui ont ce besoin-là, et eux le proposent. Mais ils ne se connaissent pas forcément. Donc voilà, l'important, c'est d'avoir des mots-clés généraux du langage général, de personnes utilisées par ce que vous proposez, sans pour autant qu'ils vous connaissent et qu'ils aient en tête votre nom ou votre marque. Sinon, ils le rechercheraient directement. Donc voilà, il y a cet outil. Vous pouvez voir quels sont actuellement, je le répète, les mots-clés sur lesquels vous apparaissez en premier, ou dans les premiers, et donc sur lesquels vous êtes visible. Donc faites un premier constat par rapport à ça. Le deuxième constat, c'est quand on classe par impression, en fait, sur les mots-clés sur lesquels on a de la visibilité. Ça, clairement, un classement par impression, ça va nous permettre de savoir sur quoi vraiment on est visible, c'est-à-dire on apparaît, notre lien est là quand quelqu'un fait une recherche. Par exemple, aide des sans-abri à Paris. Si on a une impression, ça veut dire qu'on apparaît. Maintenant, si on n'a pas de clic à côté, et c'est ce que représente cette image-là, c'est pour ça que je l'ai choisie, ça veut dire que j'ai été visible, certes, mais je n'ai pas su convaincre. C'est-à-dire je n'ai pas obtenu de clic. Donc là, on a aussi des informations très, très intéressantes. Les impressions permettent de savoir où est-ce qu'on apparaît. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on réussit à convaincre et à obtenir des clics et donc du trafic. Voilà. Donc, vous avez aussi cette analyse-là qui est intéressante. Et puis enfin, classé par clic. Et là, vous avez clairement les mots-clés qui vous ont donné concrètement du trafic. Ce sont des personnes qui ont cliqué, qui ont fini par découvrir votre site. Donc, ils sont chez vous et vous rentrez dans l'étape 2 qui est réussir à les faire rester, découvrir votre contenu, naviguer et atteindre un de vos objectifs de conversion. Voilà. Objectif de conversion, je vous rappelle, ça dépend du cas. Vous pouvez avoir des objectifs de vente, vous pouvez avoir des objectifs d'inscription à une newsletter, vous pouvez avoir un objectif de remplir un formulaire, etc. Ça va dépendre de chaque cas ou même de réaliser un don. Hein. Si vous êtes une ONG et que vous avez besoin de dons faits sur votre plateforme online, ça peut être un de vos objectifs de conversion aussi. Donc ici, vous avez un visuel de ce qui est visible, enfin, de ce qui est cliqué principalement. Voilà, en termes de mots-clés. J'avance. On se rapproche petit à petit vers la fin de ce webinaire. Ici, l'analyse d'opportunités de contenu, c'est… alors, on va y venir, mais il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Là, on est déjà sorti de l'étape. J'ai développé mon site, il est en ligne, j'ai contrôlé les fondamentaux du SEO, il est visible, j'ai un trafic intéressant, tout marche bien, je veux le développer maintenant. Bon, pour développer un site, les deux gros axes pour faire un marathon de la visibilité sur la durée, les deux gros axes les plus intéressants vont être la génération de contenu, la génération de liens. Donc, voilà, c'est sur ces sujets-là qu'il va vous falloir travailler. Et chaque axe a besoin d'une stratégie bien pensée et de détermination de ce que vous allez rédiger, sur quelle thématique, avec qui, de quelle manière, comment vous allez connecter vos articles entre eux, comment vous allez organiser vos catégories de blog, etc. Tout ça, c'est la génération de contenu et ça va booster la visibilité de votre site. Par contre, il faut le faire correctement. Si vous le faites mal, l'effet inverse peut se produire. Donc, si vous vous lancez dans la génération de contenu, identifiez vraiment en amont les thématiques connexes à ce que vous faites, les besoins de vos utilisateurs, sur quoi ils aimeraient apprendre, sur quoi ils aimeraient avoir des informations, etc., etc., etc. Les capacités de vos équipes en termes de rédaction, la fréquence à laquelle vous pourriez aller, etc., etc. Il est très souvent conseillé, quand on le peut et quand on s'apprête à lancer un site, de se focaliser sur son activité, certes,
Mais si c'est une niche, c'est encore mieux. Parce que si vous êtes sur une niche, vous allez être très rapidement visible, tout simplement parce qu'il y a moins de concurrence, et vous allez être très rapidement la référence sur votre niche. Et une fois que ça, c'est fait, quelle est la prochaine étape? Ben, identifier d'autres petites niches qui sont autour de votre activité et sur lesquelles vous allez aussi vous imposer, et etc., et etc., etc. Et c'est comme ça que vous grossissez, et c'est comme ça que votre site obtient de l'influence, etc. Si par contre, ben, vous arrivez d'entre-deux jeux avec une thématique très large, où il y a déjà des centaines et des centaines de concurrents, ça va être une galère pas possible. Donc l'aspect stratégique est surtout pas à négliger. Et à chaque fois que vous générez du contenu, que vous rédigez ou vous publiez un article de blog et tout, il ne faut pas le faire n'importe comment, sinon ça ne vous apportera rien. Ce sera des efforts dépensés strictement pour rien. Il ne faut pas rédiger pour rédiger. Voilà. Il faut vraiment avoir une stratégie bien pensée et ensuite, chaque effort de rédaction, chaque article publié, chaque information publiée viendra renforcer tout ce que vous avez déjà fait en amont, en SEO. Donc, vous aurez des effets bénéfiques à chaque fois que du contenu est actualisé ou rajouté à votre contenu existant. Donc, pour ça, il y a plein d'outils et de sites sur Internet qui permettent de détecter ça. Vous avez aussi, par exemple, ici, alors c'est un outil d'analyse de la concurrence, c'est un des modules de SEMrush, mais qu'on peut retrouver ailleurs aussi. Vous voyez, par exemple, on peut, via ces outils, déterminer les mots-clés sur lesquels on est visible. Donc, c'est le cas ici, admettons, le rond qui est couleur saumon à gauche. C'est le rond de mon site Internet. Voilà, c'est la position en termes de champ sémantique de mon site Internet. Donc, plus le rond est gros, plus je suis visible sur de nombreux mots-clés, plus il est petit et plus je suis moins visible en fait sur les mots-clés. Et via cette analyse-là, ben, je me rends compte que le site qui est en bleu et le site qui est en vert sont entre guillemets des concurrents assez proches. On est plus ou moins sur le même secteur avec le même public. Ben, on se rend compte qu'ils ont des mots-clés que moi, je n'ai pas. Donc, je vais pouvoir les analyser, les extraire et voir si ça peut valoir le coup de rédiger ou pas du contenu sur ça pour acquérir cette visibilité-là que je n'ai pas. Autre point encore plus important, c'est en fait la zone qui est en commun entre le cercle bleu et le cercle vert, mais dans laquelle moi, je ne suis pas. Donc, on le voit, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est le petit triangle qui est en haut à droite entre le cercle bleu et le cercle vert. Ben, les mots-clés qui sont dans cette zone-là, pourquoi ils sont intéressants? Ben, tout simplement parce qu'ils ont été identifiés comme intéressants par ces deux sites et moi, je ne les ai pas. Donc, j'ai tout intérêt à voir s'ils valent la peine. A priori, oui, parce qu'ils sont en commun pour ces deux sites. Donc, a priori, je suis passé à côté de la plaque. Je ne les ai pas, ça peut m'intéresser. Et si je le fais, j'aurai un possible gain de visibilité, un possible gain de trafic. Donc, c'est à ça que servent ces outils-là. Et le nom qui est donné sur cette diapositive, c'est justement ce que l'on recherche, le keyword overlap, c'est-à-dire l'acquisition de mots-clés nouveaux pour pouvoir créer de nouveaux articles, de nouveaux contenus. Donc, c'est une des possibilités. Vous avez aussi d'autres outils qui sont complètement gratuits. Ici, vous avez Google Trends. C'est quand on a un doute. Voilà, si on s'apprête, si on est une maison de retraite associative, par exemple, et qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Le mot personnes âgées, troisième âge, retraités, grands-parents, etc. Ben, vous avez des outils qui permettent de déterminer le volume et les tendances de recherche. Donc ici, c'est Google Trends voilà, qui propose ça. Et ça permet, en mettant en concurrence ces différents termes, ces différents mots-clés, on peut avoir le volume mensuel recherché sur ces mots-clés. Donc là, que nous disent les statistiques et cet outil? Ben, clairement que personnes âgées est un mot plus intéressant en termes de trafic. Voilà. Vient ensuite retraité, qui est à peu près à la même hauteur que grands-parents, mais mes grands-parents, peut-être que je m'éloigne un petit peu trop, hein, c'est un terme qui est un peu moins professionnel, donc moins intéressant. Mais voilà, dans tous les cas, troisième âge est très, très peu utilisé aussi. C'est une information qui est intéressante. Donc, à choisir, peut-être que je devrais vraiment rédiger mes prochains articles en utilisant des requêtes cibles rattachées à personnes âgées, retraitées, etc. Voilà. Vous avez aussi l'A/B testing. Alors ça, on n'en parle pas assez, mais très souvent, quand une page ne marche pas ou quand on a un problème sur son site, on peut se rendre compte que ça ne plaît peut-être pas à l'utilisateur, ou il y a des problèmes de chargement, ou il y a des problèmes
de présentation de l'information, de l'ergonomie, etc. Donc, l'A/B testing peut être très intéressant dans ce cas-là, tout comme on le fait pour les campagnes Google Ads. Hein. Des fois, en mettant comme destination une autre page, en faisant des tests A et B, deux pages différentes, on vérifie celle qui marche le mieux et on garde la meilleure version. Ben, en SEO, ça peut être pareil. Hein. Moi, je me rappelle d'une page qui avait des… C'était sur un des projets que je gérais en Argentine. Euh, une des pages qui avait des stats très, très bonnes, mais en termes de visibilité, mais qui, par contre, ne générait rien en termes de conversion pour le propriétaire du site. Donc, c'était problématique, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et en analysant, on s'est aperçu que certes, la page était très intéressante, en termes de contenu et tout était là. Par contre, en bas de page, il y avait un petit outil qui permettait de faire des calculs. Alors, c'était pour des investissements dans l'immobilier associatif. Et tout en bas de page, il y avait un outil qui permettait de faire euh, des calculs en prenant en compte le change qu'il pouvait y avoir entre les différentes devises. Donc, on avait un outil qui était assez puissant. Et en fait, cette page-là était extrêmement visible, mais elle ne convertissait pas ou il ne recevait pas des mails, ni d'appels, ni de formulaires, ni rien. Et l'analyse nous a permis de comprendre, en fait, mais une analyse vraiment complexe parce que ça n'a pas été évident. En fait, on s'est rendu compte que sur cette page-là, son outil de simulation, en fait, de taux de change, de perte, de taux d'intérêt, etc., était tellement pratique, tellement efficace, tellement important qu'il avait été repris par tous les professionnels de son secteur. Et durant tout le mois et toute l'année, les gens se connectaient en masse sur sa page pour utiliser son outil et se barrer. Donc là, on a un exemple très, très intéressant d'éléments. En fait, c'est un élément qui s'est un petit peu retourné contre lui parce qu'il a développé quelque chose de hautement qualitatif, mais qui ne mettait pas forcément en valeur sa marque, ses services, ce qui était proposé sur la page et tout. Il a été un petit peu détourné de son utilisation. Voilà, cet outil et cette page en question. Et donc, on a dû l'enlever, le mettre ailleurs, le présenter d'une autre manière, etc., pour que cette page-là revienne à son état initial qui doit atteindre un objectif particulier. Donc, la page qui était A est devenue B et on a les stats qui ont complètement changé et qui se sont vraiment améliorés. Du moins, alors, certes, on avait beaucoup moins de monde, mais on avait beaucoup plus de conversions logiques, etc. Les KPI étaient bien meilleurs et nous a aussi servi comme landing page pour les campagnes qui ont été lancées sur Google Ads. Donc voilà, c'est un exemple d'A/B testing. Mais après, sur quelque chose qui marche déjà bien, on peut tenter aussi des versions différentes pour voir si ça marche mieux ou moins bien et donc prendre une décision finale en rapport à ce que nous disent les chiffres. Voilà. Ici, vous avez d'autres visuels aussi très, très intéressants. À gauche, vous avez un visuel de ce que pourrait faire un outil de suivi de position. Alors, il y en a plusieurs, mais c'est un outil qui devient de plus en plus indispensable parce que, vous le savez, les résultats sur Google, notamment, varient en fonction de l'endroit où on est, de notre historique, de nos données personnelles, etc. etc. Donc, si je fais une recherche depuis mon PC, peut-être que votre site sera premier. Mais si je fais une recherche depuis le PC d'un copain, peut-être que vous ne serez que deuxième ou troisième. Donc, difficile de savoir avec certitude où est-ce qu'on se positionne. Et vous avez des outils qui permettent de faire un suivi de cette position-là. C'est-à-dire que tous les jours, cet outil va aller chercher sur Internet les requêtes que vous lui avez mentionnées pour voir à quelle position vous êtes. Donc, le suivi de position, c'est quelque chose de très, très intéressant et qu'on fait régulièrement aussi avec tous les bénéficiaires que l'on accompagne. Mais ici, on voit par exemple la quantité de pages qui est dans les 3 premiers résultats, la quantité de pages qui est entre 4 et, en position 4 et 10. Donc, ça veut dire qu'on est toujours sur la première page. Hein. Jusqu'à 10, on est en première page. Les pages qui sont, enfin, les apparitions qui sont en deuxième page, après, là, vous avez troisième, quatrième, cinquième, plus de cinquième page. Donc, ce suivi, il est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on est sur la deuxième et la troisième page, j'ai envie de dire presque le plus dur est fait.
Ce sont des pages qui ont réussi à gravir les échelons. Ils sont arrivés en deuxième, troisième page. Par contre, elles restent invisibles, puisque plus ça va et moins les gens tournent les pages sur Google. Très souvent, on reste sur la première. Au pire, on reformule sa recherche, mais c'est très rare d'aller en deuxième, troisième page. Donc c'est problématique. D'ailleurs, souvent, on rappelle aux gens que si un jour ils veulent cacher un cadavre, il n'y a rien de mieux que la page 2 ou page 3 ou page 4 de Google parce que personne n'y va. Voilà, c'est bon à savoir. mais voilà, si nous, d'un point de vue technique, on voit qu'il y a des pages en page 2 ou en page 3, on va s'y intéresser grandement parce qu'avec un peu d'amélioration, un peu d'optimisation, on peut les faire basculer en page 1. Et dès qu'elles sont en page 1, vont récupérer un tout petit peu plus de clics. Et si elles arrivent au milieu de la page 1 avec vraiment quelques clics et quelques liens en plus, bim, on peut être dans le premier, deuxième, troisième. Et ça peut faire la différence. Il ne faut pas oublier que le premier lien capte plus de 75% des clics, si je ne me trompe pas. C'est dans ces eaux-là, en termes de statistiques. Donc, le deuxième en capte une vingtaine et à partir du troisième, et le reste, c'est 5% et les miettes. Voilà, pour que vous ayez une idée. Donc, très, très intéressant cet outil. À droite, vous avez aussi une carte qui permet justement de vous positionner par rapport à vos concurrents. Donc, très, très important. On voit que l'axe horizontal, c'est la quantité de mots-clés organiques maîtrisés par les sites en question. Et l'axe vertical, c'est le volume de trafic estimé. Donc, plus on est en haut à droite et plus on est gros et plus on est solide. Et plus on est en bas à gauche et plus on est faible et on joue avec les petits, dans la cour des petits. Donc, il faut calculer les bons mouvements pour petit à petit progresser dans la bonne direction et tout en gardant le public qu'on veut, tout en améliorant les conversions qu'on doit faire, etc. Mais ces outils-là sont pour moi exceptionnels en termes de visibilité et on ne peut pas obtenir malheureusement toutes ces informations avec des logiciels gratuits ou à disposition. Là, ça relève du privé. On est obligé de payer des licences pour utiliser ou pour avoir accès à toutes ces informations via SEMrush, Majestic, SeaRank, Moz, etc. Voilà, Sea Observer aussi qui est excellent, etc. Quelques petits rappels rapides pour clôturer aussi ce webinaire. Sachez qu'il faut absolument mesurer tout ce que vous pouvez pour contrôler votre activité. Faites-le pour progresser dans la bonne direction. N'oubliez pas aussi que ça a pour conséquence de transformer tout ce qui va vous générer du temps de travail. On l'a vu à de très nombreuses reprises, un site qui rank mal, qui est mal positionné, qui est mal construit, etc., génère des mails qui sont à côté de la plaque et qui font perdre du temps. Génère des appels qui sont à côté de la plaque et qui font perdre du temps, des formulaires, etc. etc. Donc, ça a un impact à tous les niveaux. Si, par contre, vous faites bien les choses, que vous êtes face à un public intéressé, qui veut en savoir plus, qui veut obtenir plus, qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs de conversion, c'est-à-dire être volontaire pour votre ONG, faire un don, etc., etc., les emails que vous allez recevoir sont en conséquence, les appels que vous allez recevoir sont en conséquence. Donc, ce temps-là sera beaucoup mieux utilisé pour vous en termes de productivité et tout le monde a y gagné et vous irez dans une logique de croissance. Donc, mesurez tout ce que vous pouvez. Sachez aussi qu'il y a des outils pour faire ça. Notamment si vous avez des connaissances avancées, intéressantes dans l'implémentation de GTM, Google Tag Manager, qui est un outil également gratuit, sachez qu'il est possible de savoir absolument tout ce qu'on veut, c'est-à-dire combien de personnes ont utilisé l'ascenseur pour descendre sur votre page d'accueil et ne pas voir que la partie émergée de l'iceberg. Il est possible de savoir sur quelle vidéo des plays ont été faits par rapport à la quantité de personnes qui ont vu la page. Il est possible de savoir combien de formulaires ont été envoyés. Il est possible de savoir tout ce qu'on veut à partir du moment où on le paramètre bien. Donc, aussi, ça, c'est très, très important parce que ça nous permet, dans certains cas, de voir quelles sont les étapes de notre entonnoir en conversion qui fuit. OK, je vous donne un exemple pour la compréhension. On va étudier sur 100 personnes qui sont arrivées sur votre page d'accueil,
seulement 60 sont arrivés sur la page faire un don. De ces 60, il y en a uniquement 20 qui sont allés à la fin de la procédure pour faire un don. Et sur ceux qui sont allés jusqu'à la procédure pour faire un don, il n'y en a malheureusement que 4 qui ont réellement fait un don physique, qui ont réellement donné de l'argent. Donc, vous voyez ces 4 étapes-là, si on a bien mesuré tout ça au niveau de son site Internet, du début jusqu'à la fin, on va pouvoir analyser à quel endroit on perd le plus de monde pour essayer de rectifier le tir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ça nous permet d'identifier le problème, la perte donc que l'on a au niveau de notre entonnoir à conversion, et donc d'agir pour optimiser tout ça. Et l'objectif étant bien évidemment de réussir à faire croître le dernier chiffre, celui qui nous intéresse le plus, qui est la conversion finale, c'est-à-dire la quantité d'argent reçu. Voilà, c'était sur ça que je voulais venir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là, dans ce cas précis, on suivait la logique des dons, mais ça pourrait être la même chose pour devenir volontaire au sein de votre asso. Ça pourrait être la même chose pour décider de devenir parrain d'un enfant, si on est sur la thématique de l'aide des enfants en Inde ou autre, ou des orphelins en France, etc. Donc, pour chaque objectif, des éléments de mesure différents. Voilà. Et le mot de la fin, je vais le reprendre de notre excellent formateur sur cette thématique-là, qui est le SEO. Content is king, linking is queen, and optimized content is emperor. C'est vous rappeler qu'en fin de compte, votre site Internet, s'il y a quelque chose qui doit primer, c'est vraiment le contenu, ce que vous rédigez, ce que vous mettez, ce que vous organisez. Tout ce que vous mettez en place au niveau de votre site, c'est vraiment ça l'élément roi. Vient ensuite tout ce qui est connexion de votre site au reste du monde, aux autres sites, aux autres endroits où vous êtes susceptible de croiser des publics qui vous intéressent et que vous pourrez rapatrier vers chez vous. Donc, tout ce qui est lien, c'est la thématique reine, juste après le roi. Et enfin, le dernier élément et qui va permettre de faire briller tout ça, c'est tout ce qui est l'optimisation du contenu, du site à tous les niveaux, optimisation technique, optimisation du suivi, optimisation de ce que vous développez, de ce que vous générez par la suite, etc. Donc, je vous le rappelle, je reviens à ce que j'ai dit au tout début de ce webinaire. Pour être très, très bon en SEO, il faut traiter plus de 200 sujets différents, 200 éléments différents. Donc, c'est une thématique complexe qui peut demander de l'investissement, des efforts, beaucoup de travail en amont. Mais une fois que c'est acquis, qu'est-ce qu'on a à la fin? Des clics qui sont gratuits. Donc, ce n'est pas rien. Des clics qui sont légitimes. Les résultats naturels sont considérés comme légitimes, contrairement à la publicité. Et on a un certain investissement très rentable à moyen terme et long terme, puisque tous ces efforts-là, sur la durée, vont payer et vont perdurer. Et on est sur de la gratuité. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai envie de défendre quand même l'acquisition via ce canal qui a beaucoup d'intérêt, je pense, à tous les niveaux et pour tous les propriétaires de sites. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé, ça m'arrive souvent. Et j'espère aussi avoir fait preuve d'assez de pédagogie pour rendre simple beaucoup d'éléments qui ne sont pas évidents à aborder et maîtriser, du moins quand on commence. Donc voilà, encore une fois, merci pour votre participation.